Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji DR qui a presque pas devenir un Ginji DR, puisque le but c'était de le mettre en un arpenteur holistique, une rubrique que j'ai pas encore totalement explorée mais qui ne va pas tarder dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui était assez délicat, donc j'ai décidé de le traiter en Ginji DR pour plus de pédagogie et avec une certaine rapidité aussi. Donc la vidéo va être pas découpée, mais il y aura plusieurs vidéos qui sortiront. Donc ce qui va se passer, c'est que moi je vous dis la chose, je vais traiter 5 aspects de cet article et je ne traiterai pas les autres. Si vous voulez que je traite les autres, vous le mettrez en commentaire de la dernière vidéo. Voilà, histoire que je sache de quoi il est question. Donc, alors, j'avais vu un article à l'époque où il était sorti sur le site PTG-PTB, traduit en français. Un article que j'ai jugé très mauvais et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, c'est les 11 conseils pour être un meilleur joueur. J'ai vu ces conseils, je me suis dit non mais c'est du n'importe quoi et c'est de la merde et le truc c'est qu'il va falloir expliquer. Encore une fois, il y a des gens qui pensent que mélanger du blé et du chocolat ça fait du choc à pic, il y a des gens qui ne semblent pas comprendre que il ne faut pas infantiliser les joueurs et il faut les responsabiliser. Et même en ayant un double discours, puisque oui, il y a un double discours dans cet article, c'est assez contradictoire. Bon, alors, le truc, c'est que ça ne vaut pas son pesant en papier toilette, mais on va essayer quand même d'en faire quelque chose. Le truc, c'est que dans les commentaires de cet article, je vous conseille de ne pas remplir le truc dans les commentaires sous prétexte que moi j'ai vu le truc comme ça. Le truc, c'est que je ne vois pas pourquoi des gens n'ont pas remarqué à quel point je vois pas en quoi les gens n'ont pas remarqué à quel point c'était négatif. Mais le problème, c'est est-ce que c'est forcément négatif ou est-ce que les conseils sont mauvais? Ils ne sont pas seulement mauvais pour être mauvais, ils sont mauvais parce que c'est pro MJ, c'est-à-dire que le MJ, c'est un joueur et un MJ qui potentiellement il est ses conseils sont très dirigés pour le MJ. Il infantilise les joueurs. Et en plus de ça, il parle du fait, du caractère au début, du fait que les joueurs sont là pour consommer et qu'il voudrait que ça se passe autrement. Mais pourtant, en même temps, les conseils qu'il donne visent à briser la liberté créative possible de joueurs ou des joueurs à la table. Donc, au travers de ces nombreux trucs qu'il dit et qu'il prétend faire, je dis non. Si tu dois nous donner des conseils aux joueurs, c'est pas qu'il faut que ce soit pro joueur, faut pas que ce soit pro MJ, faut juste que la personne donne des conseils aux joueurs qui lui serviront et qui lui permettront à la fois de pouvoir s'épanouir créativement, s'épanouir dans l'univers ludique et aussi essayer de faciliter une interaction avec le maître de jeu, créer une passerelle. Et ça, ce n'est pas du tout ce que ça fait. Je l'ai mis en description et je vais laisser 5 secondes avant de considérer que vous l'ayez vu. Je considère que vous avez vu cet article. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais commencer par le numéro 3. Voilà. Alors, on va le lire d'abord. Voilà. Empêcher les actions. Il faut pas empêcher. En gros, le conseil, c'est n'essaie pas d'empêcher les actions. Empêcher les actions de notre joueur, ça ne sert pas à grand chose. On prend deux éléments qui peuvent changer l'histoire et on les colle l'un contre l'autre si fort qu'en fin de compte, aucun n'a d'effet. Par exemple, le guerrier veut flanquer une bête à un couillon, mais le moine n'est pas d'accord, alors il saisit la main du guerrier avant qu'il ne frappe. En termes de jeu, il ne s'est rien passé. Tout ce que vous avez fait, c'est perdre du temps, et vous n'en avez qu'une quantité finie. À la place, accompagne le mouvement, construit. Si le guerrier veut fracasser la nuit de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que le moine va aider le pauvre type? Est-ce qu'il réprimande le guerrier? Est-ce qu'il va s'excuser auprès des amis du couillon avant que ça parte en sucette? Sauver le guerrier de la grosse bagarre qui s'ensuit. Alors même que le moine n'en voulait pas. Peut-être qu'il va juste pousser le plus balèze de la taverne vers le guerrier pour lui donner une leçon. Voilà un tas d'histoires, exemples d'histoires intéressantes. Empêcher le guerrier de faire quoi que ce soit ne crée pas d'histoire intéressante. N'entravez pas, extrapolez. En plus, ça rime, c'est facile à retenir. On s'en fout que ça rime, c'est de la merde. Alors,
En quoi c'est de la merde? Parce que le but, c'est, si j'ai décidé de traiter ça en JDR, c'est parce que j'avais une intention pédagogique. Pourquoi c'est de la merde? C'est liberticide envers le joueur et ses possibilités. Alors, on a pris l'exemple du guerrier qui a son coup arrêté par le moine, et je crois que des exemples qu'il fallait donner, il a donné un exemple qui était très pertinent dans la raison pour laquelle justement ce conseil ne fonctionne pas. Alors, on va prendre plusieurs axes. On va prendre l'axe du joueur, on va prendre l'axe des interactions entre joueurs, et on va prendre l'axe des possibilités du personnage. Alors, si on va prendre l'axe du joueur, le guerrier, est-ce qu'il a le droit de taper le couillon? Oui. Mais, du coup, est-ce que finalement que le moine l'empêche de pouvoir donner le coup, est-ce que finalement c'est une si mauvaise chose que ça? Ben en fait, c'est pas une si mauvaise chose que le moine vient empêcher le truc. Alors, le truc qui va être facile à débunker, c'est ce qui est dit au début. En gros, il dit que quand deux éléments s'entrechoquent, et surtout si c'est généré par les joueurs, finalement, rien ne se passe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas parce qu'une action a été annulée ou coupée dans l'élan que ça ne raconte rien et que ça n'a pas d'effet. Il peut y avoir des moments où le conflit peut aussi exister entre les joueurs. Essayer de l'empêcher, pour X ou Y raison, il faudrait qu'il y ait une forte justification. Parce que littéralement, demander aux gens de ne pas empêcher les actions, ça veut dire en fait que le maître de jeu met en avant que la personne active est uniquement le joueur actif et que le joueur actif, c'est lui qui va faire l'essentiel des actions tandis que les autres sont en retrait. Alors que justement, il dit qu'il faut mieux éviter que les autres viennent justement à rester dans l'inaction ou à rester à l'arrière de la scène. C'est peut-être une façon pour le guerrier de tomber dans ce pseudo-cliché qui, soi-disant, selon lui, est intéressant, que de vouloir voir un guerrier qui tape sur des trucs. Sauf que, si le moine, son but, c'est d'essayer de minimiser la violence, ou autre raison beaucoup plus limpide, ben, il a le droit de le faire. Je rappelle quand même un truc. On va prendre les systèmes D20 parce que c'est souvent dans ce genre d'exemple-là que les gens s'y reconnaissent le plus. Quelle est la feature, quel est l'élément principal, l'élément qui distingue le moine de toutes les autres classes? Il y a des tas d'éléments, mais il y en a deux qui ressortent. Les coups multiples et les vœux. Si le personnage a fait un vœu bien spécifique et que le joueur vient à entraver ce chemin qu'il a emprunté, que ce soit pour lui ou pour le groupe, c'est-à-dire que si le guerrier vient à provoquer quelqu'un, alors que bon, on parle du couillon, ça peut juste être un importun, mais pas forcément quelqu'un d'hostile, et que le moine qui lui peut délivrer une certaine quantité de coups, il a des réflexes monstrueux, il peut esquiver presque des sorts totalement, il peut, il peut esquiver des manœuvres avec une facilité déconcertante, et le mec il peut te balancer plusieurs coups dans la seconde, et tu es en train de me dire que le moine ne peut pas arrêter la main du guerrier. C'est pas ne peut pas dans le sens des possibilités, ne peut pas, en fait, il ne devrait pas empêcher cette action. Non mais t'es malade. Parce que je vais prendre cet exemple-là, puisqu'il il dit voilà des exemples d'état d'histoire intéressantes dans ses possibilités. C'est intéressant que pour lui, en vérité pour vous, ça peut être quelque chose de vraiment très très grave dans un groupe. Je m'adresse dans ces vidéos-là aux débutants. Les vétérans vont peut-être se reconnaître dans ce que je vais dire, et si je dis de la merde ou bien qu'il y a des possibilités que j'ai pas envisagées, ils le diront en commentaire. Mais qui est dépositaire de la menace à partir du moment où il a frappé le couillon? Le dépositaire de la menace, c'est le guerrier, puisque c'est lui qui a frappé l'important. Mais par contre, qui va manger les conséquences de cette action? Est-ce que c'est le couillon? Est-ce que c'est son groupe de couillons? Est-ce que c'est son groupe de PJ? Jusqu'où ça va éclabousser? Le coup qu'on a déjà vu maintes et maintes fois du guerrier qui se bat dans une taverne parce que quelqu'un l'a fait chier, c'est une gimmick, c'est un cliché, arrêtez d'utiliser ça inutilement. C'est ça que vous trouvez intéressant? Le guerrier a le droit de le faire. Encore une fois, je ne l'empêcherai pas, à proprement parler, d'avoir l'idée de le faire.
Le truc, c'est qu'il dit à l'autre personne ou aux autres personnes du groupe de ne pas agir. Si jamais il donne le coup et que le coup se passe avec succès, ben peut-être que ça va finir en mêlée générale. Peut-être que les autres vont dire je suis pas on n'est pas responsable de ce que toi tu as fait et ils le laissent tranquille. Mais est-ce que forcément les PNJ vont être ceux qui vont être les plus compréhensifs qui soient après que tu aies juste tapé un important et pas quelqu'un spécialement qui t'a frappé. Peut-être même que cette personne qui a importuné le guerrier est quelqu'un qui est très apprécié, très aimé, et que l'opinion que tout le monde aura de toi dans le quartier, dans la ville, ou même dans l'endroit, le où je se trouve, par exemple, je sais pas moi, un poste frontière, ils auront une mauvaise opinion de toi. Qui a provoqué une potentielle chaîne de conséquences, c'est le guerrier. Et c'est valable dans toutes les actions relatives au JDR. Mais pourtant, il y a des moments où, de par plein de raisons, la psychologie des personnages, les alignements, ceux qui sont prêts à accepter, ceux qui ne sont pas prêts à accepter, et dans le cas du moine, ça peut être aussi, il ne veut pas que la réputation du groupe d'aventuriers bien précis éternue. Parce que souvent dans les univers de jeux de rôle, les aventuriers sont souvent c'est un groupe qui est vraiment assez cosmopolite. Des fois, c'est pas genre, c'est rare qu'il y ait une campagne où c'est tous les individus d'une seule et même race qui bougent. Et donc, si on te dit, il y a un tieflin, il y a un drow, un humain, un nain, et il y a un élémentaire de feu, ben, on reconnaîtra ton groupe à distance. Plus vous êtes atypique, plus on vous reconnaîtra, et plus forcément on saura que c'est vous qui avez causé des problèmes, plus finalement les rumeurs pourraient se répandre, si le MJ gère bien. Et j'ai envie de dire aussi, si le MJ il est un peu taquin, ou bien qui veut profiter de la moindre des situations pour provoquer la chose, je rappelle quand même que il y avait quelqu'un qui avait expliqué au tout départ, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus, qui disait il y a une différence entre le maître de jeu et le maître du donjon. Et je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que tu as ceux qui sont les maîtres de jeu, donc du coup ils interprètent les créatures ou les éléments avec des choses vraisemblables, tout en mettant évidemment des obstacles, des défis, ou voire même en soumettant des scénarios, et qu'il y a des façons subtiles d'intervenir. Alors que tu as le maître du donjon qui, lui, il courbe l'univers pour pouvoir créer des adversités. Et quand je dis il courbe l'univers, c'est que toutes les adversités finissent par s'enchaîner sur vous. Donc c'est-à-dire que par exemple, il peut juste décider que les gars qui sont avec l'important soient juste des... Comment dire ça, soit juste des pecnos idiots. Si ça l'arrange, il l'utilisera. Et après, si les autres gars sont pris en compte, si les autres personnes du groupe sont pris en compte, qui est responsable du fait que cette situation a dégénéré? C'est le guerrier, en toute logique. Ah ben voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les actions que tu as dans un groupe, puisque dans l'article, il veut présenter le fait que, oui, on devrait agir dans l'intérêt du groupe, sauf que est-ce que le guerrier a agi dans l'intérêt du groupe quand quand justement le guerrier veut foutre une benne à un bouillon? Le guerrier peut être de nature mauvaise, le guerrier peut être de nature belliqueuse, il trouve qu'il a une façon de réagir et il réagit. Ce n'est pas ça qui est mis en cause. Ce qui est mis en cause, c'est empêcher les autres d'empêcher les autres de pouvoir agir et de dire que deux choses qui s'entrechoquent, il ne se passe rien. Non, n'essaie pas d'empêcher les actions, et il faut que les débutants se rendent compte de ça. Les fois où les conflits de deux joueurs ou deux personnages se percutent, c'est quelque chose de très très rare. À valider ce conseil veut dire qu'au moment où il faudra valider la possibilité qu'une personne ait tort en ayant agi, tu le laisses faire. Et ça, c'est hors de question. Et pour ça, je vais vous donner un conseil. Je crois qu'il se reporte dans une autre situation. Je vais vous présenter une situation et elle se rapporte à un autre conseil qu'il a donné que je ne vais pas traiter. Je vais vous donner un exemple. Vos personnages, ils étaient en train de démanteler une secte parce qu'ils ont entendu du mal qu'ils font dans la région, et ils y sont allés et ils ont détruit. Au bout du chemin, ils sont allés à la salle du trésor. Ils voient un vase assez étrange, dans un style oriental un peu, du coup avec un dragon occidental sur le sommet, en or, et que ce vase, il est scellé.
On peut pas enlever les liens, tout ça. Ils décident de le prendre en même temps qu'ils décident de prendre tous les trésors qu'ils peuvent. Et ils ont pris tous les trésors qu'ils peuvent parce que ce sont des aventuriers, des pilleurs. Voilà, bref, je pense que vous avez compris. Hein. J'avais une envie de vous faire culpabiliser de piller des trucs, mais non. Et du coup, ils arrivent à la taverne la plus proche. Sauf qu'il y a un mec qui faisait partie de la secte et qui finalement voit non seulement un groupe d'aventuriers, mais un groupe d'aventuriers qui a le vase sur la table pour dire ah voilà la plus grande prise qu'on ait, un peu pour festoyer, pour montrer qu'ils sont capables de haut fait, parce que oui, il y a bien les PJ qui sont capables de se la péter et c'est leur droit le plus strict. Ils ont le droit. Et après du coup ils disent oui mais vous ne connaissez pas ce vase il est maléfique et que du coup il faut aller le détruire dans la montagne de mon cul. Clin d'œil, clin d'œil. Donc à ce moment-là, ils y vont après avoir festoyé, après s'être reposés, et ils y vont. Sauf que le mec qui faisait partie de la secte et qui leur a dit ça, ben, il s'est fait passer pour un historien et que les gars, ils ont peut-être raté leur jet de perspicacité pour pouvoir remarquer ça. Après tout, à quoi on reconnaît un membre d'une secte? Vous voyez, c'est compliqué en fait cette question. Du coup, ils y vont, sur le chemin, ils rencontrent des espèces de guerriers zélés qui les pourchassent, ils rencontrent des créatures maléfiques, et plus ils avancent, plus ils ont l'impression que y a une couille dans le potage, que quelque chose ne va pas, que vraiment on les empêche, selon leur regard, de faire ça. Ah bah du coup, ils arrivent au sommet de la montagne, ils sont pas loin de jeter le vase, et du coup, le groupe qui est composé de un rôdeur, un guerrier, un paladin, un prêtre et un druide, ils se disent, bon, ben, on arrive et on va jeter le truc. Sauf que vous voyez que le groupe de zélés qui vous avait attaqué, ben, il y a leurs représentants qui arrivent et qui n'arrivent pas avec une intention belliqueuse. Il leur dit juste, par pitié, ne faites pas ça, vous savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a un gros défaut, surtout pour les gens qui jouent au jeu de rôle et qui vous débutez dans le jeu de rôle, je vais vous apprendre un truc. La plus grande erreur que vous feriez en tant que joueur de jeu de rôle, c'est une erreur qui est fréquente. À la faire, c'est pas grave. Mais maintenant que vous le savez, évitez de la faire. Ce n'est pas parce que quelque chose est opposé à vous, c'est-à-dire qu'elle vous met de la résistance, que c'est un ennemi. Ne faites pas cette erreur. Et du coup, ils expliquent que c'est des gars qui étaient en excès de zèle et qui s'y sont peut-être pris, peut-être de la mauvaise façon. Et qu'il faut arrêter les frais, il faut surtout pas jeter le vase dans la montagne. Mais admettons, puisqu'il dit n'essaie pas d'empêcher les actions, mais admettons, tu as dans le tas, peut-être par fraternité ou par compréhension, le fait que le prêtre et le druide se disent par rapport aux rôdeurs, aux paladins et aux guerriers, ils se disent non mais et s'ils avaient raison? Parce que les gens peuvent faire très bien des associations d'événements sans qu'ils aient de lien de cause à effet ensemble. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et bien à ce moment-là, il y a un petit problème parce que entre les joueurs ont une opinion de ce qu'il faut faire et il y en a deux qui disent il faut réfléchir et il y a d'autres qui disent il faut le faire. Et on n'est pas dans la question de est-ce qu'on a une décision qui est concrète et une autre qui est sujet à explorer les possibilités, alors que normalement ben, rien ne presse parce que les représentants ecclésiastiques qui sont venus, les représentants de la faction, ben, ils n'ont pas montré de signe d'hostilité. Voilà. Ah ben du coup, les gens peuvent se dire la majorité l'emporte et vous l'avez dans le cul. Et ça, c'est frustrant aussi. Ça, c'est même quelque chose de très compliqué à parler dans le jeu de rôle. C'est comment faire en sorte de gagner du temps, mais en même temps de faire le bon choix. Parce que souvent, il dit que oui, vous n'en avez qu'une quantité finie. Je trouve que c'est le petit coup qui montre que oui, effectivement, ça peut jouer. Combien de temps avez-vous devant les yeux? Mais est-ce que parce que vous avez moins de temps, que vous ne pouvez pas discuter? Ah ben, je ne suis pas d'accord. Il y a bien des gens qui peuvent faire des sessions de 1h30, et puis du coup, ils ont un sujet compliqué par rapport au traitement du scénario, et ils veulent bien faire. Donc toi, MJ, tu vas leur laisser bien faire.
évidemment. Ben voilà. Ben ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, c'est la majorité l'emporte, tu l'as dans le cul. Moi, ce que je conseille aux gens dans ces situations-là, c'est de dire le pourquoi du comment du parce que, et à tour de rôle, puis une fois que c'est expliqué, vous regardez combien de temps de combien de temps vous disposez, et ensuite vous essayez de voir jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. C'est long, c'est chiant, mais ça arrive. Pour moi, ça ne casse pas le rythme du jeu, dans la mesure où ils sont en train de parler de la résolution possible d'un scénario ou d'une quête qu'ils ont lancée, ou qu'ils pensent qu'il leur a été donné. Parce que oui, les choses peuvent être subtiles. Ah ben du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben la plupart du temps, ben, le gars va dire dans la majorité, mais il y a aussi une autre possibilité. Puisque le mec il dit, n'essaie pas d'empêcher les actions. Autour d'action du rôdeur, le rôdeur peut dire non mais j'en ai rien à foutre, il balance le truc, essayer d'empêcher une action, comment tu vas le faire? Bah si tu prends sur le principe, tu peux pas le faire, et du coup, le vase, il tombe dans, dans la lave, dans le fait fond du volcan, il y a un dragon démoniaque qui en sort, il commence à obscurcir le ciel avec des nuages, et résultat, vous avez créé une pseudo-apocalypse dans ce pays, qui va finir par s'étendre, parce que non seulement ça réveille les bas instincts des créatures, ça, tous les cadavres qui ne sont pas sanctifiés se relèveront, et en plus de ça, il y aura des espèces de pluies étranges qui transformeront les gens en mutants, moitié dragons maléfiques, moitié ce qu'ils sont, pour agrandir son empire. Parce qu'en fait, la créature, elle était scellée, et les autres ne savaient pas comment la déceler, et que lui, il avait réussi à trouver comment. Et il s'est servi des PJ, parce que les sectes, la plupart du temps, ils préfèrent que les choses ne les éclaboussent pas. Donc, envoyer des faire-valoir était la meilleure solution qui soit. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Là, on est en train de parler de situation qui est possible. Si ce scénario-là vous a plu, allez-y, c'est gratuit. Mais vous comprenez bien où je veux en venir. Il y a forcément des moments où les joueurs ne vont pas s'entendre. Est-ce que tout le temps les joueurs ne vont pas s'entendre? Est-ce que tout le temps ils vont ne pas être d'accord? Je pense que il y a un truc qui n'a pas été dit, et c'est ça que je vais vous dire, c'est, ce n'est pas un conseil, mais c'est un état de fait. Vous ne pouvez pas toujours être opposé aux joueurs pour X ou Y raison, et que vous avez le droit d'intervenir si vous jugez que c'est important, très très important, que la personne ne fasse pas ce qu'elle comptait faire. C'est autant valable pour les PJ que les PNJ et autres. Après, ça dépendra de la flexibilité du maître de jeu et des joueurs, mais n'empêche que c'est le cas. Gardez votre conscience des choses le plus possible. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Ben, il dit empêcher le guerrier de faire quoi que ce soit, de préparer d'histoire intéressante. C'est faux. Et je vais même rajouter un petit truc qui n'a rien à voir avec le guerrier. Pourquoi souvent le guerrier, l'histoire qui est autour de lui n'est pas intéressante? C'est parce que le guerrier, la personne qui a choisi guerrier, ne s'est dédié qu'à la guerre. Et que la personne ne sait pas interpréter un guerrier en dehors de sa fonction primaire. Et c'est une réalité, hein. Il y a des gens qui ne savent pas jouer un guerrier en dehors de sa fonction. Et ça a de nombreuses interprétations, donc on ne rentrera pas dans les détails. Donc, par pitié, si vous pensez que vous devez agir, agissez. Mais forcément, quand on agit à l'encontre quand on agit envers un joueur ou envers un groupe, il faut aussi qu'il y ait une différence entre le savoir, ce que vous savez et ce que l'autre joueur sait aussi, mais son personnage ne le sait pas. Et aussi, ce n'est pas parce que vous avez décidé d'arrêter l'action de joueur que ça veut dire que vous êtes fermement opposé au joueur. De la même manière que si un jour quelqu'un vient vous empêcher de faire quelque chose, il ne faudra pas le prendre personnellement non plus. C'est ce genre de petite subtilité-là qui va rendre les choses compliquées. Bien. Aussi, j'avais un truc à dire par rapport au MJ, mais j'ai complètement oublié. Ah la vache, j'ai oublié. Attendez.
Non, je pense que l'essentiel a été dit. Au pire, si j'ai oublié, je vais le dire après. Bien. Bon, 25 minutes la question. Bon, bah, je pense qu'il y a matériau, quoi. Je vous dis à la prochaine fois pour le prochain numéro. Voilà. Et on va s'en tenir à ça. Donc la conclusion, c'est les joueurs, tout comme vous, ont le droit d'agir. Mais si vous voulez intervenir envers un joueur, il faut déjà que ce joueur sache que il ne faut pas le prendre personnellement, mais aussi que vous agissez en fonction des intérêts des joueurs. Et c'est un sujet que j'ai pu explorer et que j'ai vu certaines personnes me traiter qui corrige encore plus ce fait. Voilà, ne laissez pas ce conseil vous dire le contraire. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois, salut à tous.